Bonjour et bienvenue sur la chaîne MathOS dédiée à l'enseignement des mathématiques. Ceci est le troisième volet d'un ensemble de vidéos consacrées au thème des racines carrées. Dans les deux épisodes précédents, nous avons procédé à des rappels de base, donné des définitions et expliqué les principales propriétés des racines carrées. Nous avons également présenté deux méthodes de calcul approchées, l'une fondée sur la dichotomie et l'autre sur l'utilisation d'une fonction affine tangente. Si vous n'avez pas consulté ces deux vidéos, je vous suggère de commencer par là. Cela vous évitera de louper quelque chose d'important ou une explication clé. À présent, je vous propose d'explorer ensemble d'autres aspects. Pour commencer, intéressons-nous à l'expression racine de x carré, où x désigne un nombre réel. En remplaçant x par 3, on trouve racine de 3 au carré, c'est-à-dire racine de 9, autrement dit 3. Et si l'on remplace x par 10, cela donne racine de 10 au carré, c'est-à-dire racine de 100, autrement dit 10. Franchement, rien de très subtil jusqu'ici. Maintenant une question. Si je vous demande de simplifier l'expression racine de x carré, mais sans choisir de valeur particulière pour x, quelle sera votre réponse? Je vous laisse réfléchir. Mettez la vidéo en pause, quelques instants, et on se retrouve juste après. Alors, quel a été le fruit de votre réflexion? Si vous avez répondu ceci, je suis au regret de vous dire que vous vous êtes pris les pieds dans le tapis, car la réponse correcte est la suivante. La racine de x carré, pour tout x, est donnée par x si x est positif ou nul, moins x sinon. Le membre de droite de cette égalité porte un nom tout à fait officiel, c'est la valeur absolue de x. On la note en coinçant x entre deux traits verticaux, comme ceci. Ainsi, par exemple, la valeur absolue de 26, ça fait 26, parce que 26 est positif. Et la valeur absolue de moins 17, eh bien ça fait 17, l'opposé de moins 17, puisque moins 17 est négatif. Pour comprendre cette formule encadrée, il suffit de revenir à la définition. La racine carrée d'un nombre positif b, c'est l'unique nombre positif a, vérifiant la condition a au carré égale b. Reformulons cette phrase en remplaçant b par x carré. La racine carrée de x carré est l'unique nombre positif a tel que a carré égale x carré. C'est donc parmi x et moins x celui des deux qui est positif, autrement dit, c'est la valeur absolue de x. Ok? C'est facile. Maintenant, sauriez-vous exprimer plus simplement le nombre a égale racine de 3 moins 2 racine de 2 en n'utilisant qu'un seul symbole racine carrée? Je vous propose, à nouveau, de mettre la vidéo en pause quelques instants et d'y réfléchir. Vous y êtes? On corrige. Il fallait un peu d'astuce et penser à écrire 3 moins 2 racine de 2 sous la forme 1 moins 2 racine de 2 plus racine de 2 au carré, ce qui fait apparaître une identité remarquable. Ainsi, grand A est égal à la racine carrée de 1 moins racine de 2 au carré. Et c'est là où il ne faut surtout pas affirmer que A serait égal à 1 moins racine de 2. Ce n'est pas possible, puisque A est positif, alors que 1 moins racine de 2 est négatif. Il faut plutôt penser à la formule détaillée plus haut, ce qui donne A égale valeur absolue de 1 moins racine de 2. Et comme 1 moins racine de 2 est un nombre négatif, on voit finalement que A est égal à la racine carrée de 2 moins 1. Dans une prochaine vidéo, nous étudierons en détail la fonction valeur absolue, qui joue un rôle central dans toutes les questions de majoration, c'est-à-dire dès qu'il s'agit de comparer des nombres. Je vous propose maintenant de nous intéresser à un résultat à la fois très classique et d'une grande beauté, c'est l'irrationalité de racine carrée de 2. Commençons par un mot rapide sur les nombres rationnels. Parmi les nombres réels, on distingue ceux qui peuvent s'exprimer comme le quotient de deux entiers. Ce sont les nombres rationnels. Leur ensemble est noté Q, sans doute parce que la lettre Q est l'initiale du mot quotient. Par exemple, le nombre 0,125 est rationnel puisqu'il peut aussi s'écrire un huitième. Idem pour le nombre 0,666, etc. avec une infinité de chiffres après la virgule, tous égaux à 6, qui est égal à 2 tiers. Encore un exemple.
Le nombre 1/7 plus 3/5 est évidemment rationnel. Il suffit en effet de réduire au même dénominateur pour voir que ce nombre est égal à 26/35. C'est donc le quotient de deux entiers. Voilà donc quelques exemples de nombres rationnels. Mais il existe aussi une vaste collection de nombres réels qui ne peuvent pas s'exprimer comme le quotient de deux entiers, autrement dit qui ne sont pas rationnels. On les appelle, sans surprise, les nombres irrationnels, et leur ensemble se note R privé de Q. Parmi eux se trouvent les nombres E et Pi, deux stars du monde des mathématiques. Dans une prochaine vidéo, nous démontrerons ensemble leur irrationalité. Mais pour aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder plus longuement, et je vais maintenant expliquer pourquoi le nombre racine carrée de 2 est irrationnel. Avant d'attaquer cette jolie preuve, il faut détailler au préalable un petit quelque chose. Soit n un entier naturel. Si n est impair, donc de la forme 2k plus 1, avec k dans grand N, alors n carré aussi est impair. En effet, n carré est donc égal à 2k plus 1 au carré, c'est-à-dire en développant à 4k carré plus 4k plus 1, c'est-à-dire encore 2 facteurs de 2k carré plus 2k plus 1, expression qui est bien de la forme 2 multiplié par un entier plus 1. Bon, on a établi cette implication. Il en résulte aussitôt que si n carré est pair, alors n est aussi pair. C'est ce qu'on appelle l'implication contraposée de la précédente. On comprend cela en raisonnant par l'absurde. Supposons n carré pair. Si n était impair, n carré le serait aussi d'après ce qu'on vient d'expliquer, et c'est contradictoire. Venons-en maintenant à la preuve proprement dite de l'irrationalité de racine de 2. Nous allons raisonner par l'absurde, donc supposer qu'il existe deux entiers naturels P et Q, avec Q non nul, tels que racine de 2 égale P sur Q. Et de plus, comme toute fraction de nombres entiers, la fraction P sur Q peut être supposée irréductible, c'est-à-dire non simplifiable. Rappelez-vous bien de cette hypothèse. En élevant au carré, il vient 2 égale P carré sur Q carré, c'est-à-dire P carré égale 2Q carré, ce qui montre que P carré est pair. De la remarque précédente, on déduit alors que P est pair. Et on peut donc écrire P sous la forme P égale 2K pour un certain entier naturel K. En remplaçant dans cette égalité, on voit que 4K carré égale 2Q carré, c'est-à-dire que Q carré égale 2K carré, ce qui montre maintenant que Q carré est pair. Et, comme précédemment, on en déduit que Q est pair. Il est temps de conclure. Notre fraction P sur Q était supposée irréductible, et pourtant, on vient de prouver que son numérateur et son dénominateur sont tous deux pairs. Cette fraction est donc simplifiable par 2. Et nous sommes parvenus à notre contradiction, ce qui montre l'irrationalité de racine de 2. Je signale d'ailleurs, sans en donner ici de démonstration, une propriété plus forte. Si n est un entier naturel qui n'est pas un carré parfait, c'est-à-dire qui n'est le carré d'aucun autre entier, alors le nombre racine carrée de n est irrationnel. Allez, changement de décor, parlons un peu des moyennes de deux nombres positifs à présent. Nous connaissons tous ce qu'on appelle la moyenne arithmétique de deux nombres. C'est la moyenne de Monsieur Tout-le-Monde. Si par exemple vous avez obtenu deux notes dans une matière, 11 et 16, et si ces deux notes sont affectées d'un même coefficient, ce que je suppose ici, alors votre moyenne se calcule selon la formule 11 plus 16, le tout divisé par 2, ce qui fait donc 13,5. Plus généralement, si A et B sont deux nombres réels, la moyenne arithmétique de A et B est donnée par la formule m égale A plus B, le tout divisé par 2. Autrement dit, c'est simplement la demi-somme de A et B. Comment interpréter géométriquement cette définition? Disons pour deux nombres positifs A et B. C'est très simple. Vous considérez deux segments de droite, de longueur respective A et B, vous les mettez bout à bout, ce qui vous donne un segment unique de longueur A plus B, et il ne vous reste plus qu'à partager ce segment en deux morceaux de même longueur, et le tour est joué, chacun des deux bouts a pour longueur M. Et là, vous vous dites que jusqu'ici, on n'a pas vu grand-chose comme racine carrée dans ces histoires de moyenne. Mais je vous rassure, ça ne va pas durer. Dans la vidéo Identité remarquable, nous avons vu que pour tout couple AB de nombres réels positifs,
la racine carrée du produit AB est inférieure ou égale à A plus B sur 2, avec égalité si et seulement si A égale B. On reconnaît au membre de droite la moyenne arithmétique de A et B. Quant au membre de gauche, on l'appelle la moyenne géométrique de A et B. Elle peut, elle aussi, s'interpréter simplement. Étant donné un rectangle dont les côtés mesurent A et B, si l'on veut construire un carré de même aire, alors le côté petit c de ce carré devra vérifier c carré égale AB. Autrement dit, c égale racine carrée de AB. Par ailleurs, si l'on considère trois nombres en progression arithmétique, alors le second est obtenu en calculant la moyenne arithmétique des deux autres. Et si l'on considère plutôt trois nombres en progression géométrique, le premier d'entre eux étant positif ainsi que la raison Q, alors le second de ces trois nombres est obtenu en calculant la moyenne géométrique des deux autres. On observe donc, comme souvent en mathématiques, un excellent degré de cohérence dans le vocabulaire. Voyons tout de suite une autre interprétation de la moyenne géométrique. Donnons-nous un demi-cercle de diamètre A plus B. Sauriez-vous exprimer, en fonction de A et B, la longueur du segment indiqué sur cette figure? Mettez la vidéo en pause quelques minutes, le temps de faire le calcul. Allons-y, corrigeons. Notons H cette longueur, et notons X et Y, les longueurs des hypoténuses de ces deux triangles rectangles. En appliquant deux fois le théorème de Pythagore, on obtient d'une part h carré plus a carré égale x carré, et d'autre part h carré plus b carré égale y carré. Mais voici un troisième triangle rectangle, auquel on peut aussi appliquer le théorème de Pythagore, ce qui donne a plus b au carré égale x carré plus y carré. On va maintenant combiner ces trois égalités en ajoutant les deux premières puis en retranchant la troisième, ce qui donne dans un premier temps cette égalité. On simplifie et il reste finalement h égale racine carrée de AB. Il est intéressant d'observer qu'on pouvait s'en sortir en appliquant une seule fois le théorème de Pythagore au lieu de trois fois. Il suffit de considérer ce triangle dont l'hypoténuse mesure a plus b sur 2, puisque c'est le rayon. Quant aux deux autres côtés de l'angle droit, ils mesurent respectivement petit h, ce qu'on cherche à calculer, et la différence entre le rayon a plus b sur 2 et la longueur a, c'est-à-dire b moins a sur 2. Bien entendu, ceci suppose que a soit inférieur ou égal à b, comme sur la figure, sinon il faut mettre a moins b sur 2 à la place. En appliquant donc le théorème de Pythagore à ce triangle, on trouve l'égalité h carré plus b moins a sur 2 au carré égale a plus b sur 2 au carré. Après quelques simplifications, je vous passe les détails qui ne présentent aucune difficulté, il reste comme prévu h égale racine carrée de AB. Voyons une petite application de ce qui précède. Imaginez que vous disposiez d'une règle non graduée et d'un compas. Sur une feuille sont déjà placés deux points distants de 1. Peu importe l'unité de longueur choisie, ça peut être le centimètre par exemple. Comment peut-on, dans ces conditions, construire un segment de longueur racine de n pour un entier positif n donné et a priori quelconque? Allez, c'est à vous. Mettez la vidéo en pause et regardez si vous pouvez élaborer une telle construction. Je vous rappelle que la règle n'est pas graduée et qu'aucun autre instrument n'est disponible, à l'exception de cette règle, du compas et bien sûr de la feuille de papier et d'un crayon. Je vous montre ça. Pour commencer, traçons la droite qui passe par les deux points initiaux A et B. Puis, avec le compas, reportons n fois la longueur 1 sur la droite AB en partant de B et en s'éloignant de A, ce qui donne naissance à un point C. À ce stade, les points A, B et C sont alignés, B est situé entre A et C, et la distance BC est égale à n. Maintenant, construisons le milieu du segment AC. Plaçons la pointe du compas en ce point, et traçons un demi-cercle de diamètre AC. La perpendiculaire à la droite AC, qui passe par B, coupe le demi-cercle en un point D.
D'après ce qui a été expliqué plus haut, la distance BD est la moyenne géométrique des distances AB et BC, autrement dit racine de n. Et voilà, l'objectif est atteint. Notez que je n'ai pas détaillé comment construire le milieu d'un segment, ni la perpendiculaire à une droite passant par un point. Ce sont là deux constructions de base. Il vous faudra les comprendre par vous-même, si toutefois vous ne les connaissez pas déjà. Je pourrais à l'avenir consacrer une vidéo aux constructions classiques à la règle et au compas. Si ça vous branche, laissez-moi un commentaire dans ce sens, et si le nombre de demandes est suffisant, c'est promis, je vous prépare ça. En attendant, je vous indique le lien vers un site vraiment génial qui permet de s'entraîner à ce type de construction. Il est très bien fait, complètement interactif, et j'espère que le fait qu'il soit en anglais ne constituera pas un obstacle. Les constructions sont très faciles au début, mais ça se complique progressivement et ça devient ensuite carrément sophistiqué. Je pense que ça vous amusera. Pour conclure cette vidéo, je vous propose un petit bonus, toujours en rapport avec ces questions de moyenne. Voici le topo. Un type fait une balade à vélo. Il part de chez lui, roule jusqu'à un village situé à quelques kilomètres, puis fait demi-tour. À l'aller, c'est de la descente, et sa vitesse moyenne est de 42,5 km/h. Au retour, c'est un peu plus dur, et sa vitesse moyenne tombe à 20 km/h. Question. Quelle est sa vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet? Allez, c'est à vous. Je vous propose à nouveau de mettre la vidéo en pause, le temps de faire le calcul. Allons-y. Calculons ensemble cette vitesse moyenne. J'espère que vous n'avez pas calculé la demi-somme de 42,5 et de 20, parce que c'est faux. La moyenne arithmétique n'est pas adaptée à cette situation. Et la moyenne géométrique non plus d'ailleurs. Pour y comprendre quelque chose, notons V1'A, la vitesse moyenne à l'aller, V1'R, la vitesse moyenne au retour, et petit d, la distance parcourue à l'aller comme au retour. Notons encore grand T, la durée de la promenade. La distance totale parcourue par le cycliste est évidemment 2d, et sa vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet est donc donnée par petit v égale 2d divisé par grand T. Mais grand T est la somme de deux contributions. D'une part, la durée du trajet aller, c'est-à-dire d sur VA, et d'autre part la durée du trajet retour, c'est-à-dire d sur VR. Ainsi, d est égal à 2d sur d sur VA plus d sur VR. Expression qui se simplifie en 2 sur 1 sur VA plus 1 sur VR. Et le calcul numérique donne une vitesse moyenne de 27,2 km/h. Pour votre culture personnelle, le nombre 2 sur 1 sur VA plus 1 sur VR s'appelle la moyenne harmonique des nombres VA et VR. C'est en fait le nombre dont l'inverse est égal à la moyenne arithmétique des inverses. Voilà, ceci termine cette troisième vidéo consacrée au thème des racines carrées. Mais je peux vous révéler qu'une quatrième est d'ores et déjà en préparation. Si vous voulez être informé de la parution des prochaines vidéos, il vous suffit de vous abonner à la chaîne math-os. Je vous remercie de me laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu et également de m'indiquer le ou les thèmes que vous aimeriez que je traite pour vous dans une prochaine vidéo. Pensez aussi à aller jeter un coup d'œil sur le blog math-os et à bientôt.